Bonjour à tous mes frères et sœurs. En ce dimanche 8 décembre, Dieu m'a beaucoup parlé, ces dernières 24 heures surtout. Et aujourd'hui, je suis venue vous parler à tous. L'homme a cette capacité à manifester, créer, penser et imaginer, de par son intelligence et ses pensées, par ses facultés, son imagination, par ses dons qui sont ses outils. Et dans mon cas, ce sont aussi mes armes. Et si je ne les utilisais pas, quel gâchis alors? Dieu m'a donné tous ces dons pour amener à la réalité ce qui n'existe pas encore. Marcher avec Dieu, c'est être un créateur, un artiste, un écrivain ou tout ce que tu peux imaginer. Avoir des idées qui ne sont jamais montées au cœur des hommes, montrées au cœur des hommes, pardon. Dieu appelle des hommes et des femmes à faire des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'ici. Mon appel divin est dans ma dimension de foi, je suis maintenant. Comprends. Il vous fait comprendre, et il m'a fait comprendre que je ne pourrais pas mourir tant que ce que Dieu a mis dans mon cœur ne puisse être manifesté et surtout révélé. Révélation. Comme ce jour qui vient, comme ce voile qui tombe. Qui suis-je? Que me veulent-ils? Pourquoi la vérité leur fait si peur, alors qu'elle est pour moi seulement nécessité, délivrance, libération? Maintenant, je vais commencer à vous parler de moi, de ma naissance à aujourd'hui. Je m'appelle Sylvie Finger et je suis née en 1972 à Paris. Je suis issue d'une fratrie de 3 enfants et mes parents étaient des ouvriers. Mon père, d'origine alsacienne. J'ai grandi dans une belle banlieue, le 95. Et ce fut pour moi une de mes plus grandes richesses au milieu de toutes ces cultures. J'ai tant appris, oui tellement. L'amour de mon prochain, le partage, la tolérance et l'échange. À 6 ans, ils sont venus me chercher à l'école. Psychologue, test après test. Il y avait beaucoup de monde autour de moi et de mes parents. Et déjà là, ils m'ont isolée pour me contrôler. Oui, contrôle. Pour moi, à l'école, c'était une impossible adaptation. J'étais en permanence en grand décalage entre ce que j'ai découvrais du monde autour de moi et le formatage scolaire, celui de l'éducation nationale. Ce sont eux qui décident de ton parcours, de tes études, de ton école, de ton avenir. J'ai tenu comme ça quelques années à l'école, défini par mes professeurs comme un cancre, au fond de la classe très souvent, ou dehors, parce que je ne tenais pas en place, donc j'étais tout le temps dehors. Et puis, avant mes 11 ans, les psychologues qui me suivaient et les psys au CAMS à Sarcelles ont incité mes parents à m'envoyer dans un établissement en Normandie, un château, qu'on appelait le château des Trépanies, un institut médico-éducatif. Je voyais bien que j'étais différente. Ouais, différente. Et c'est là que ça a commencé. Donc dans ce château, pendant 6 ans, à Trépanies, rue Georges Clémenceau, dans l'Eure, en permanence, des éducateurs, beaucoup d'activités, de la musique, de la photo, du théâtre, de l'improvisation, des voyages, des émissions à la télévision aussi, françaises. On m'avait envoyé là-bas pour me rééduquer.
rééduquée. Je suis restée un peu plus de 6 ans dans cet établissement en Normandie. Et pendant ce placement, j'ai participé à beaucoup de choses dans le pays. Des documentaires télé avec des chaînes françaises, des spectacles, un voyage aussi au Canada. Tout ça a été retransmis à la télévision. Nous avons même fait en 1989 un bicentenaire de la Révolution où j'étais sur scène. Une comédie musicale adaptée par Ariane Mouchkine. Une exposition aussi à la Porte de la Villette. Et une avant-première au Casino de Paris où à l'époque nous avions le Premier ministre qui était Michel Rocard, qui était devant, au premier rang. Nous avons eu beaucoup de médias qui venaient régulièrement dans ce château des Trépanies pour nous filmer. Et puis il y a eu cette émission en 1992 où j'ai été invitée, La Marche du siècle, en tant que en scène enfant placé. Ouais, j'ai été placée, mais c'était pas un placement judiciaire. Ça a été téléguidé, programmé par des psys qui orientaient mes parents. Ma mère, elle est encore en vie aujourd'hui et j'essaye de l'interroger sur mon enfance. J'ai un trou de plusieurs années d'ailleurs. Et puis je suis sortie de ce foyer à 16 ans et j'ai commencé à travailler dans des EHPAD, maisons de retraite, à domicile aussi, chez des gens connus. Et je suis revenue à Sarcelles chez mes parents, où je ne suis pas restée très longtemps parce que je ne tenais pas en place. Et à 18 ans et demi, je me retrouve maman de mon premier enfant, qui a aujourd'hui 32 ans. Alors toutes ces années, j'étais militante en banlieue, dans divers luttes, mouvements. Et toutes ces années, on a mis sur mon trajet toutes sortes de personnes, avec des personnalités incroyables et diverses. Beaucoup de pervers narcissiques, beaucoup de manipulateurs, beaucoup. Parce qu'on vit dans un monde de manipulation, je vous le rappelle, où il faut savoir lire entre les lignes et discerner le vrai du faux et trier en permanence. Et c'est pas avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui qu'on arrive à penser par nous-mêmes et à garder notre libre arbitre, surtout qu'il y a beaucoup d'entre vous sont en permanence contrôlés et manipulés. Et alors ils ont toutes les armes qu'il faut pour ça. Ouais. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Cherchez à comprendre. Dans les années 2000, j'accouche de Richie d'abord, mon fils qui a 24 ans, et puis j'accouche de Célie et Stécie. Donc c'était déjà 4 enfants. Et puis j'emménage dans cette ville, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et à cette période-là, j'étais déjà toujours militante. Je faisais de la radio associative sur FPP à Paris, qui était diffusée, une émission qui était diffusée tous les mardis. Et je rencontrais les élus de ma commune. J'intéressais déjà les élus de ma commune. Et diverses choses m'ont été proposées que j'ai refusées parce que
être contrôlée par des élus communistes. J'ai toujours écouté ma petite voix intérieure, celle qui me disait sors de là, c'est dangereux, sors de là, il y a de la manipulation, sors de là, c'est pas fait pour aider les autres, parce que tout ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'était pour aider les autres, me faire du bien à moi, mais donner aussi aux autres, donner tout ce que j'ai reçu, et recevoir aussi tout ce que je ne sais pas, apprendre, transmettre, échanger. Et puis là, ça a commencé. Donc j'ai pas voulu travailler avec eux. Donc la plupart des appartements que j'ai eus en location, surtout HLM, c'était des logements guet-apens, où j'étais probablement surveillée H24. Je l'ai vite compris. Et les élus d'Ivry étaient derrière, bien évidemment. Et puis un jour, j'accouche à la maternité de Clamart, de Célie et Stécie, mes 2 filles qui ont aujourd'hui 24 ans. Et là, du soutien des élus, j'ai même reçu des fleurs à la maternité et des cadeaux pour mes enfants de la part de la commune. Eh bien, je me retrouve à devoir refuser un appartement, puisque je me suis battue pendant plusieurs mois avec les services de l'hygiène pour être relogée et faire condamner mon propriétaire qui m'avait mis enceinte dans un appartement insalubre. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le retrouver sur internet, il y a un article du Parisien dans les années 2000. Parce que j'ai été aidée par un journaliste. Et ce journaliste, c'est l'élu qui m'a donné sa carte de visite. Et à cette période-là, il y avait des élections sur ma commune. Et mon cher propriétaire marchand de sommeil, qui était Monsieur Franck Michaud, à Ivry-sur-Seine, se présentait aux élections à Ivry, en face du maire et de cet élu qui m'a persécuté, Daniel Maillet. Pierre Gosselin et Daniel Maillet. 2 de mes bourreaux, les premiers qui ont commencé autour de mes enfants et de moi. Donc un jour, j'arrive à sortir de cet appartement à Ivry-sur-Seine, où j'étais logée dans un studio et le propriétaire était un marchand de sommeil. J'étais enceinte de mes filles dedans. Et la mairie me reloge. J'accouche prématurément de mes jumelles. Elles sont nées à 6 mois et demi dans le 92 à Clamart. Elles ont passé plus de 2 mois en réanimation. Stécie surtout. Et de là, la mairie d'Ivry, donc Daniel Maillet, me reloge dans un appartement à Ivry-sur-Seine, une tour à Louis-Bertrand, la cité Louis-Bertrand. Et là, je me retrouve de nouveau au bout de quelques jours dans un appartement insalubre. Bien que j'ai tenté de refuser cet appartement, j'ai appelé cet élu à la mairie et je me suis pointée à sa permanence un mardi après-midi, monsieur Daniel Maillet. Et de là, des cadeaux et des fleurs que j'avais reçus à la maternité, je lui ai dit je ne peux pas prendre ce logement puisque c'est un appartement qui a été maquillé et qui est de nouveau un logement insalubre. Donc je ne comprends pas trop ce que vous faites à m'aider à me sortir d'un appartement insalubre pour me replonger de nouveau dans un logement insalubre avec 2 bébés prématurés et un petit garçon, Richie, qui avait à l'époque 1 an et demi. J'ai pas trop compris là. Donc je me retrouve assise en face de lui à la mairie d'Ivry, monsieur Daniel Maillet. Et là, il me dit, je me suis fait chier à te trouver un appartement, tu peux pas le refuser, parce que de toute façon, on va te contraindre d'aller dans cet appartement. Et si tu n'es pas d'accord, partout où tu entreras, nous allons appliquer un veto sur toi. Je dis bien le mot veto.
l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, écoute-moi bien, de toute ma vie, j'ai jamais accepté qu'on m'ordonne et on exige de moi quelque chose que je ne veux pas. Donc faites ce que vous avez à faire. Je ne me laisserai pas faire et je vais me défendre, comme je l'ai toujours fait de toute façon. Et puis je me retrouve contrainte à aller dans cet appartement où je suis restée 14 mois et où je me suis battue férocement avec les services de l'hygiène du département pour être de nouveau sortie de cet appartement. Et là, je me retrouve donc relogée à la cité Hoche, à Ivry-sur-Seine, avec ces élus toujours autour de moi et des graves problèmes de couple avec le père de mes enfants, qui était déjà contrôlé, piloté lui aussi. Et ça commence, le harcèlement sur ma commune, autour de moi, et toujours les élus derrière, et ce Daniel Maillet, qui actionne tout, qui articule tout, qui me barre la route de partout. De partout où j'entre, ils sont là. Que ce soit un service médical, une administration, on me bloque. On me bloque férocement. Et je me défends, et je réplique, sans violence, mais je me défends. Et donc je quitte le père de mes enfants en 2009, le 17 mai 2009, je fuis mon appartement, parce que là les violences augmentaient. Mes enfants avaient très très peur pour ma vie, et chaque jour, petits qu'ils étaient, ils me disaient « Maman, fuis, papa va te tuer ». Et j'ai dû m'enfuir. Et là, je me retrouve hospitalisée à Villejuif Paul Brousse pour 8 jours. J'ai carrément pété les plombs. Et je ressors de l'hôpital. J'essaye d'avoir des nouvelles de mes enfants et le père coupe tout contact avec moi, ne me laisse pas approcher l'appartement, mes enfants, avoir des nouvelles. Donc pendant des semaines, je faisais tout pour voir mes enfants. J'étais hébergée par un ami en bas d'Ivry, dans une autre cité. Il y avait l'élu Daniel Maillet qui habitait à côté, donc j'étais surveillée aussi en permanence sur ma commune. Tous mes faits et gestes étaient épiés en permanence. Et puis monsieur le maire, Pierre Gosselin, commence à actionner le CMP d'Ivry et un psychiatre. Et un jour, comme ça, je reçois une convocation chez moi dans ma boîte aux lettres. Vous avez des difficultés, nous souhaiterions vous aider, venez au rendez-vous. Donc moi, j'avais déjà bien compris ce qui se mettait en place autour de moi, ce veto, déjà depuis pas mal de temps. Et je suis allée au rendez-vous. Et là, je lui ai jeté la convocation sur la table à ce psychiatre qui était Riyad Karmous. C'était son nom. Et je lui dis, qu'est-ce qui m'amène devant vous? Et lui, il me dit, vous avez des problèmes sur la commune? Et je lui dis, oui, j'ai porté plainte contre un élu d'Ivry, monsieur Daniel Maillet. Et puis là, il me demande, est-ce que cette affaire est communale, départementale ou nationale? Et je le regarde dans les yeux et je lui dis, à l'heure qu'il est, vu que j'ai déjà déposé des plaintes ici dans le Val-de-Marne et à Paris, je pense que l'affaire est déjà nationale, donc c'est sorti du département. Et puis là, il me dit, tout calme, nous avons les moyens de vous contraindre. Acceptez une hospitalisation à Villejuif pour vous reposer. Je lui dis, vous voulez m'enfermer parce que je me défends? Et il me dit, non, on ne va pas vous enfermer, ce n'est pas une hospitalisation d'office. On vous propose d'aller à l'hôpital pour vous reposer parce que vous avez l'air bien fatigué avec tout ça. Et je le regarde et je lui dis, ok, je vais faire mon petit baluchon, je vais à l'hôpital pour quelques jours pour me reposer. Il m'a dit,
Madame Effinger, vous êtes une guerrière, mais un guerrier a besoin de repos. J'ai dit, ok docteur, j'y vais. Mais j'avais déjà capté le projet de me faire entrer en hôpital psychiatrique. Donc j'y suis allée. Et de là, ils ont essayé des mises en situation, des guet-apens, du théâtre. Ils ont utilisé plusieurs personnes dans l'hôpital, y compris des patients. Ils ont essayé, mais ils n'y sont pas parvenus pour pouvoir me médiquer. Ils n'ont pas réussi. C'est eux qui m'ont fait sortir de l'hôpital parce qu'ils en avaient un peu marre de me voir dans les couloirs ou dehors tous les après-midi. Le personnel m'a très bien traité, était hyper sympa. Je parle des infirmières, infirmiers. Et tous m'ont dit, vous n'avez rien à foutre ici. C'est arbitraire. Et je pense que vous l'avez compris. Et bien sûr que je l'avais compris. Donc je leur ai absolument pas donné ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire péter les plombs, m'éparpiller, m'énerver. Ça servait à rien. J'étais déjà rentré dans leur tête. J'avais cette capacité à anticiper, à sentir, même à visionner. Ouais. Et puis je ressors de l'hôpital. Et puis ça continue. Je peux toujours pas avoir de nouvelles de mes enfants. Donc là, je dois me diriger à chaque fois vers la police, appeler la police d'Ivry, où j'ai pas le droit de porter plainte puisqu'il y a des ordres à chaque fois que j'entre dans le poste de police d'Ivry. On me dit il y a des ordres, on peut pas prendre votre plainte ici. Mes enfants m'appelaient à l'aide dans tous les sens. Le père habitait à 200 mètres avec sa compagne. Mes enfants étaient maltraités. Et moi je ne pouvais rien faire, personne ne voulait rien faire en fait. Et puis là, la police, las de monter à l'appartement où étaient coincés mes enfants, séquestrés par le père, on dit il va falloir statuer. Il a la garde, vous avez la garde conjointe de Richie Sellier-Stessy. Il va falloir forcément aller vers la justice pour trancher qui aura la garde des enfants. Et de là, j'écris au tribunal de Créteil et je demande une audience avec une juge. La première juge que j'ai rencontrée, c'était la juge Garcia à Créteil. Et puis on se retrouve devant la juge Emmanuelle Robinson à Créteil, toujours. Et là, en 2010, elle décide, à ma demande, pour protéger mes enfants, une mesure de 6 mois dans un foyer du Val-de-Marne qui était Sucy-en-Brie. Pour protéger, m'a-t-elle dit, mes enfants. Sauf que là-bas, ils n'ont pas été protégés, ils ont été massacrés. Massacrés, programmés. Et ça, c'est ce que j'ai pu observer tous les mercredis quand j'allais les voir, semaine après semaine. Une dégradation fulgurante. Et pas que sur mes enfants, en fait. Sur une grande partie des enfants du foyer. Il y en avait quelques-uns, ils ne les touchaient pas. Et puis il y avait ce quota d'enfants qui était utilisé. Et là, on arrive en plein dans le réseau. Le réseau qui utilise les enfants, que ce soit pour de l'exploitation sexuelle, pour diverses expériences. Donc j'ai eu pendant quelques temps des visites médiatisées. J'allais au foyer, il y avait une psychologue que je voyais tous les mercredis avec mes enfants éclatés. Toujours éclatés, mes enfants abîmés, blessés, brûlés, drogués. Et par bribes, j'arrivais à comprendre que on leur faisait vivre des choses atroces et abominables. Et puis qu'il se passait des trucs incroyables dans ce foyer. Et que pratiquement tout le personnel, des chefs aux pédiatres, aux équipes d'éducateurs qui tournaient sur les différents pavillons, que beaucoup participaient à tout ça, ou en tout cas étaient sous contrôle pour servir ce réseau. Et là, on va revenir au contrôle mental. Et au bout d'un moment, comme ils ont vite capté que j'arrivais à voir derrière tout le cirque, tous les mercredis quand j'arrivais, c'était des mises en scène, du théâtre. Chacun était à son poste pour me balader. Sauf que j'ai vite compris que tout le monde me baladait. Et quel était le rôle de chacun. Alors
comme je pouvais, je récupérais la parole des enfants et j'entendais des choses atroces, 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 atroces. Et quand je ressortais des visites du foyer, j'allais vomir dans la forêt qui se trouve en face. Et après, il me fallait des semaines pour m'en remettre quand je repartais dans mon appartement à Ivry. Pendant cette période-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus à ma rencontre, qui étaient dans le pays, qui sont allés aussi dans la zone de Sucy-en-Brie et qui m'ont dit « Soldier, tu délires pas, il se passe des choses graves. » Et pendant des années, je tenterai d'alerter. Et pendant des années, on m'enverra toutes sortes d'agents, d'associations qui m'ont volé énormément de pièces judiciaires, beaucoup de témoignages, de preuves, bien sûr. Puisque le but, c'était que je ne sorte pas et que je ne révèle pas tout ce que j'avais découvert dans ce département. Et malheureusement, ce n'était pas que dans ce département, c'était dans tout le pays en fait. C'était même plus des foyers, c'était des camps de concentration de ce que j'ai vu. Et j'en ai vu des enfants partir, mourir. Et j'en ai vu des parents qu'on a éclatés, qu'on a psychiatrisés, qu'on a assassinés, qu'on a fait disparaître. Et moi, de toutes mes forces, de toute mon âme, j'essayais d'interpeller mon peuple sur ce qui se passait, sur ce que ce système avait mis en place depuis de longues et longues et longues années, remonté à la guerre déjà, et toutes les expériences qu'ils ont fait, avec toujours le même but, tous nous contrôler, tous nous mettre en esclavage, tous nous programmer. Donc j'ai probablement moi aussi été sélectionnée pour entrer dans ces programmes. Mais de toute mon âme, j'ai lutté et je me suis échappée. Sinon, comment vous pouvez expliquer que je suis en vie aujourd'hui pour vous parler tous? Donc tout ça, ça a commencé il y a très très longtemps. Donc à la naissance de mes enfants. Les psys étaient déjà là autour de mes enfants. Les neurologues étaient déjà là autour de mes enfants. Ça a commencé à l'hôpital Trousseau. Donc les hôpitaux sont très très présents dans mon parcours. Il y a énormément d'hôpitaux dans ce pays, puisqu'ils m'ont fait faire le tour du pays toutes ces années où ils m'ont persécuté. Ils m'ont obligé à déménager tout le temps. J'étais attendue tout le temps. Où que j'aille, ils mettaient en place un barrage. Et j'ai forcé tous les barrages. C'était la volonté de Dieu. Que j'en sorte vivante et que je témoigne aujourd'hui devant vous tous. Et c'est tout ça. Que même ce grand réalisateur qui nous a fait vibrer et découvrir des grandes choses et qui nous a révélé des trucs extraordinaires voudrait que je taise ma participation dans ce film. Il n'a rien révélé. Et pourtant, depuis 2021, il m'a interviewé plusieurs fois. Mais il n'a rien mis. Donc lui aussi, on le contrôle aujourd'hui. En 2021, j'ai eu confiance. Et puis, je me souviens un jour, j'étais chez moi et je lui ai envoyé un mail. Et je lui ai dit, t'es un traître, en fait. Tu veux faire comme Pierre dans la Bible, trahir. Et là, il m'a tout de suite appelé. Et il m'a dit, non, 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 je ne suis pas un traître. Et puis j'ai fait confiance. Donc 2021, avril 2021, il prend mon premier témoignage à Paris. Et puis on m'enlève mon petit Leroy en représailles de tout ce que j'ai dénoncé dans le Val-de-Marne et les plaintes que j'ai déposées pour protester contre toutes les tortures et les violences qu'ils ont perpétrées sur mes enfants, dont ma fille Stécie, que vous voyez dans ce documentaire, qui témoigne, mais qui ne pourra pas tout vous dire, parce que déjà elle en est qu'au début de tout ça, à parler, mais elle n'a pas la possibilité de parler parce qu'elle est programmée elle aussi, il la contrôle dans tous les sens. Et je le vois bien.
Donc ensuite, on va revenir sur Bordeaux. Je peux revoir Leroy au bout de quelques années de placement secret. Un carnage de placement secret où ils ont fait la même chose à Leroy, bien sûr. Hein. Du conditionnement, lavage de cerveau, programmation, exploitation sexuelle, abus divers et variés, rituels. Hein. Parce que de tout ce que je vois aujourd'hui, mon enfant, je l'ai sous les yeux, je vois bien tous les putains de dégâts. Et ce grand réalisateur, il m'envoie une équipe pour être pendant une visite en caméra cachée. Et donc, on filme mes retrouvailles avec mon petit Leroy. Et puis, on me fait une belle interview à la sortie de ce point rencontre. Le deuxième point rencontre, puisque j'avais revu Leroy au bout de 11 mois une première fois, mais tout ça n'avait pas été filmé. Et puis, c'était bien avant que je rencontre ce grand réalisateur. Et puis, je me retrouve dans Les Survivantes. Et je suis retournée voir encore le film il y a une semaine. Et effectivement, j'ai des amis proches autour de moi qui m'ont fait comprendre. Mais tu ne dis rien dans ce film. Les gens qui vont t'entendre et te voir aujourd'hui ne sauront pas qui tu es et quel est ton parcours en fait. Puisque rien n'est dit. Donc je suis une marionnette en fait. On m'a mis là. On m'expose comme ça. Mais on ne révèle pas tout ce qu'il y a derrière moi. Je ne parle pas de moi, je parle de ce qu'il y a derrière moi, ce parcours, ces enfants, ces programmations, ces camps de concentration, tout ce qui est relié à la protection de l'enfance, au système, à la médecine, au réseau de trafic d'enfants. Tout ça, on n'en parle pas. Je suis allée à quelques avant-premières, Belgique, Suisse, toujours dans mon coin, toujours seul, hein, ce qui me caractérise. Hein. Je suis une HPI, un zèbre, et j'ai toujours été une grande solitaire, et puis avec le parcours que j'ai, ma solitude, c'est ce qui me sauve en fait, parce que je laisse très peu de gens m'approcher, je suis bien obligée. Hein. Ouais. Jésus, il était tout seul. Il a tellement été trahi. Et je me rends vite compte que, à part cette interview bidouillée de François avec Laurence Béneux, qu'on ne me laisse pas dire grand-chose en fait. À chaque fois, on me fait taire. Et ça sert qui tout ça? Qui contrôle tout ce merdier derrière, au-dessus? Parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il contrôle encore quelque chose là. Sinon, pourquoi ma bouche est censurée encore? C'est pas de moi dont je veux parler. C'est pas moi qu'il faut montrer. C'est ce parcours et tout ce qu'ils font à ces gosses. Comment on va pouvoir dénouer tout ça et faire cesser tout ça si on ne montre pas la vérité? Si on balance quelques trucs comme ça à bouffer pour le public, mais on ne va pas dans le fond, à la racine même du mal. Et moi, c'est là que je dois être, à la racine, comme Roots, soldat de Dieu. Et ceux qui me suivent depuis des années, merci d'avoir compris. Ceux qui me suivent aujourd'hui, vous aussi, il va falloir comprendre que dans la résistance, on vous donne des éléments, on vous révèle des choses, mais on vous cache beaucoup de choses aussi. Et puis on choisira toujours qui mettre devant. Alors il y en a qui vous révéleront des choses, bien sûr, ils vous apprendront beaucoup de choses sur tout ce qui est caché par cette matrice. Mais il y aura quand même toujours des gens qui tirent les ficelles pour pas qu'on en balance trop. Et qu'on envoie les gens ailleurs en permanence. Donc depuis ça, vous ne m'avez pas revu dans des interviews, je ne suis invité nulle part. En Belgique, je me souviens
de toute sa gentillesse, il m'a dit, tiens, viens avant la séance. Il y a un média qui est là, donne une interview. Le gars, il m'a filmé, il m'a questionné, j'ai balancé et tout. L'interview n'est jamais sortie. D'ailleurs, vous l'avez jamais vu assis à côté de moi pour me proposer une interview ou m'emmener chez quelques médias que ce soit, que François. Et il était derrière nous. Et c'est lui qui a dicté toute l'interview à la journaliste. Elle est pas belle celle-là. Elle est pas belle la carotte. Et donc, on arrive à Genève, pareil. Et puis là, il se passe des trucs incroyables. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et là, je débunk une des participantes qui ment et qui a osé sortir des trucs incroyables. Et j'en parle donc à une des survivantes que ça concernait. Et il n'a pas été très content. Donc il a décidé qu'on aurait une réunion un dimanche matin. Et là, je mets cette personne qui a menti face à ses mensonges. Moi, je suis restée très calme. Et je n'ai pas cessé de chercher ses yeux et son regard. En maintenant qu'elle avait menti. Et ce bon réalisateur n'a pas pris ma défense. Il l'a laissé se lever. Elle m'a hurlé dessus. Elle était complètement déchaînée. Elle m'a menacée même, tiens. 20 ans en arrière, je lui aurais mis une patate dans sa bouche. Mais j'ai la foi. Donc, on peut mettre des patates à quelqu'un avec juste la vérité. On n'a pas besoin d'être violent, en fait, pour se défendre. Il faut utiliser sa tête et son verbe. Et moi, le verbe, il me l'a donné. Merci Seigneur. Donc, il n'a absolument pas pris ma défense. Il m'a même dit, t'aurais jamais dû dire ça, en parler, hein. Parce que ça va nous diviser, le film, il sort et tout. J'étais absolument pas là pour la division. J'ai toujours lutté contre la division. J'ai toujours aimé l'union. Parce que surtout dans un tel projet, c'est important d'être unis. Je vous rappelle que on dénonce, on se met en avant et on met nos vies en danger pour sauver des enfants, pour que ça s'arrête ce cauchemar de réseau. Et là, on repart, je reprends le train pour rentrer à Paris, à la gare. Il discute avec moi et la première chose qu'il m'a dit, c'est coupe les ponts avec ta fille. Vous vous imaginez un peu? Coupe les ponts avec ta fille Stacy. Parce qu'il s'est passé un paquet de trucs. Pendant nos déplacements, on était dans des appartements, donc tu peux... je veux dire, quand tu as les personnes, tu vis avec les personnes pendant quelques jours, tu as le temps d'observer tout ce qui se passe, les comportements, tout ce qui est dit. Puis alors moi, j'ai une mémoire phénoménale, donc quand je rentre chez moi après chaque voyage, je me pose et tout redescend dans ma tête. Et tous les détails. Et en quelques secondes chrono, j'ai un plan de tout ce qui s'est passé en fait. Et j'analyse tout en un temps record. Il me demande de couper les ponts avec ma fille. Donc il m'écarte de ma fille. Donc là, c'est lui qui nous divise en fait. Donc à aucun moment, même lui, il a pris sa caméra et il nous a mis, moi et Stacy, devant une caméra, mère et fille, pour qu'on raconte notre terrible calvaire parcours. Alors c'est quoi le but de ce documentaire? Parce que moi je le redis, la survivante c'est pas moi, c'est mes enfants, ma fille surtout qui témoigne dans ce film. Moi je suis une combattante, depuis des années je combats, je lutte, je combats pour révéler à la population, au peuple ce qui se passe. Et depuis des années, tous ces résistants de tous bords, tous ces gens qui sont adulés, mis en avant et qui occupent les gens en permanence et qui font des belles choses, ils viennent, ils révèlent. J'avais un profond respect pour ce monsieur et j'ai toujours beaucoup d'estime aussi pour lui. Je lui pardonne même. Parce que je pense qu'il ne sait pas ce qu'il fait et il ne sait pas ce qu'ils font derrière lui à le contrôler. C'est pas des personnes comme moi qu'il faut censurer. Parce que moi j'ai un parcours mais long. Comme vos deux bras et vos deux jambes. Et ce parcours c'est le mien. Et c'est aussi le parcours de beaucoup de parents. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas là pour témoigner, ils sont morts. Et c'est aussi pour tout cela que je veux parler.
mais c'est aussi pour tous ceux qui arrivent derrière. Si Dieu n'utilise pas des femmes ou des hommes comme moi, et qu'on ne comprend pas notre appel, et pourquoi on a été choisi pour porter tout ça, cette croix qui pèse des tonnes, eh ben, on abandonne tous ces êtres humains. Mais moi, je suis quelqu'un d'humaniste. J'aime mon prochain. Donc la vérité, c'est essentiel. Je reviens vers vous dans les jours qui viennent parce que il va falloir que je vous donne beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Ouais, il y en a tellement. Je pourrais vous écrire des livres et des livres et des livres et vous faire 10 vidéos par jour pour rentrer dans les détails, dans le vif. Donc aujourd'hui, je me suis écartée parce que la manipulation, moi je suis pas une marionnette, personne ne me contrôle, que lui là-haut qui me contrôle. Je suis sa servante, donc je ne lui obéirai qu'à lui. Donc personne ne pourra me museler. Encore moins toi, Bessou, arrête avec tes mails à 2 ans que je t'ai laissé tomber. Pendant des années, tu m'as manipulé, tu t'es servi de moi. Je ne sais pas ce que tu cherches. Cherche ta vie plutôt. Si Dieu il t'a donné des dons, bah, utilise-les, fais quelque chose avec. Mais arrête de venir polluer ma boîte mail. Et surtout de me dire, me donner comme conseil de ne pas me mettre des gens à dos. Je ne me mets pas des gens à dos. Je ne suis pas déçue non plus. Je veux la vérité, moi. Et la vérité, c'est pas tout ce qu'on vous montre dans ce documentaire, ni tout ce que vous entendez sur moi, ni tout ce qui est fabriqué, parce que tout ça, c'est voulu. Et on continue. Dans une prochaine vidéo, je vais revenir sur mon ciblage, parce que je suis un individu ciblé. Ça aussi, il n'en a pas parlé. Que je vis des attaques psychotroniques à distance. Il ne vous en parlera pas non plus. Ça dure depuis des années aussi. Et la vérité prend qu'un seul chemin, en fait. Allez, je vais finir avec des psaumes. Alors, dans Psaume 73, 2.26, « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mon Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. » Néhémie 8, 2.10, « Ne t'afflige pas, car la joie de l'Éternel est ta force. » Amen. Dans Apocalypse 4, il nous parle des 7 esprits. L'esprit du Seigneur, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit du conseil, l'esprit de vaillance, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Seigneur, utilise-moi comme tu veux et où tu veux. Puis je vais vous parler des révélations. Dans ces formes plus habituelles, la révélation ou l'inspiration se manifeste par les mots ou les pensées communiquées à l'esprit et par une lumière soudaine, par des sentiments positifs ou des représentations inspirantes. Si notre Seigneur nous parle, c'est pour nous équiper, nous ses disciples, dans ce monde hostile et inhospitalier. La Bible se termine par une vision de l'avenir où toutes les injustices seront réparées. Corinthiens 12, 2.9. Encore un verset à méditer avant de finir. Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance est à son comble dans ta faiblesse. Psaume 73, 2, 26. Non, pardon, Corinthiens 12, 2.9. Voilà. Donc je vais finir, elle était longue aujourd'hui la vidéo, mais c'était qu'un petit aperçu de ce que je vais faire dans les jours qui viennent. Donc vous ne m'avez pas vu pendant presque 1 an, parce que par tout moyen on m'empêche de m'exprimer, où que ce soit. Sur YouTube d'ailleurs les vues des vidéos sont bloquées, on me freine. Plus pour très longtemps. Donc je remercie les gens qui me relayent. Pompez les vidéos, si vous avez des comptes sur des plateformes qui ne sont pas censurées, pompez les vidéos s'il vous plaît et remettez-les. Gros bunker aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont là. Et non, je ne fais pas partie de la division. Mon
but c'est la vérité et c'est sauver des vies. Et certainement pas foutre des gens dans le noir ou envier qui que ce soit. J'ai rien à récupérer dans tout ça. Ouais. Mais mon histoire, personne ne la déformera. Et la meilleure personne qui peut vous la raconter, c'est moi. Le seul narrateur, c'est moi. Voilà. Ils ne pourront pas me museler. Moi j'ai trop la foi, même s'ils m'ont tous condamné. On m'appelle soldat, je suis un soldat forja. Ils comprendront pas pourquoi je suis là, ici-bas. J'ai été projeté pour leur donner la vérité. Qui que tu seras, tout est déjà tracé. Maintenant j'utilise ma voix pour leur annoncer. Utilisez votre discernement. Étudiez bien la Bible. En parler, c'est bien. Mais entrez en profondeur dedans et comprendre chaque verset et ce que Dieu attend de nous quand on a un appel.